Bonjour à tous, je suis Nathalie Lourdel, je suis ravie de vous retrouver pour ce live de rentrée. Je suis la directrice de l'école Un autre regard, IR, et directrice de la société Autrement, spécialisée dans le coaching. Et Chloé, je te laisse te présenter. Bonjour, je suis Chloé, on ne l'acolyte t'entend de pas. Nathalie. Ok, et donc moi je suis Chloé Asensio, donc l'acolyte de Nathalie sur le projet d'école, enfin le projet qui est déjà bien démarré avec une première promo et plusieurs formations. Et je suis aussi coach, bien sûr, superviseur de coach et puis formatrice en management interculturel et en coaching. Bon, alors aujourd'hui, pour rentrer, on s'était dit que c'était bien de discuter ensemble des raisons pour démarrer un coaching, si vous vous interrogez ou si vous êtes coach et voir la diversité des thématiques de coaching et qu'est-ce que ça inclut. Eh bien, on va partager avec vous notre expérience. Et bien sûr, comme d'habitude, posez vos questions dans les commentaires. On a toujours plaisir à interagir avec vous. Donc voilà, je vous propose qu'on démarre directement avec le partage du document. Voilà un petit schéma, on est d'accord, c'est synthétique, il n'y a pas tous les types de coaching, bien évidemment. Vous pouvez retrouver les détails de ce schéma dans mon livre Le coaching, mais on va essayer de vous donner des éclairages plus précis, plus concrets sur chacun de ces éléments. Peut-être ce qu'il faut retenir déjà globalement, si on regarde le schéma, l'idée c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas un type de coaching, il y a des milliards de combinaisons possibles en fonction du sujet de départ. Et du coup, ce que vous voyez là, par exemple, on va prendre un exemple concret, le changement professionnel. Vous êtes dans une phase où vous avez envie de changer de travail et vous ne savez pas où vous orienter. Parfois, ça peut être intéressant de faire un coaching et vous voyez les petits fils rouges, du coup, vous amènent à des stratégies ou des axes de coaching qui peuvent être différents. Parce qu'effectivement, si c'est une question de posture managériale, on peut très bien traiter ça dans un changement professionnel si votre nouveau poste, par exemple, comprend du management alors que le poste actuel n'en comprenait pas. Ça peut être aussi un coaching orienté autour de la gestion du stress, effectivement. Quand on est dans un poste où on ne se sent pas bien, où on est en difficulté, la gestion du stress peut être traitée dans un coaching, mais aussi, vous voyez, mieux se connaître. C'est-à-dire que quand on est en train d'hésiter pour se repositionner sur le marché du travail, ça m'est arrivé une fois avec quelqu'un qui avait 52 ans, et finalement, sur sa dernière partie de carrière, il y avait un besoin de pause, de temps de recul pour se dire, bon, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire sur les années qu'il me reste à faire. Donc, le coaching peut aider aussi à ça, dans mieux se connaître, vous prenez au sens très large du terme, c'est qu'est-ce qu'à cet instant T, avec la carrière que j'ai eue avant, j'ai envie de déployer maintenant. Et Chloé, je ne sais pas si toi, tu veux donner un exemple par rapport au changement professionnel. Oui, justement, en ce moment, j'accompagne quelqu'un qui souhaite en fait faire un nouveau step, en fait, qui souhaite avoir le poste au-dessus du poste qu'il a actuellement. Et on travaille bien sûr sur la façon dont il va réussir ses entretiens de recrutement, mais aussi sur ce qui fait qu'il n'a pas été choisi pour occuper le poste qu'il souhaiterait occuper. euh, Parce que c'est pas nouveau en fait qu'il souhaite l'occuper. Donc c'est intéressant aussi par rapport à mieux se connaître, quelle image je donne, quels sont finalement les points aveugles, hein, alors que bien sûr cette personne a un très beau CV, qu'est-ce qui fait que in fine c'est pas elle qui est choisie. Ça c'est très très pratique de travailler ça en coaching parce que le coach peut donner des feedbacks, peut faire vraiment mettre en situation de façon très concrète pour regarder les points à renforcer en termes de compétences de communication et aussi de posture. Oui, c'est hyper intéressant cette notion de point aveugle que tu évoques parce que on dit souvent que le coach est comme un miroir. Il Mm. renvoie à son client peut-être des éléments dont il n'a pas conscience et dont il a besoin de prendre conscience, notamment pour postuler sur certains types de postes stratégiques. Et voilà. Le point que je n'ai pas évoqué avec vous, c'est aussi clarifier les objectifs parce que parfois, quand on veut changer, on sait ce qu'on veut plus, mais on ne sait pas vers quoi on voudrait aller. Mm. Donc, le coach qui va vous questionner sur vos envies, vos zones de confort, votre écologie personnelle aussi, pour savoir ce qui vous conviendrait
dans l'avenir, ou ce qui ne vous convient plus aujourd'hui, souvent vous le savez. Donc du coup, ça peut être aussi une des clés d'entrée pour le coaching de changement professionnel. Est-ce que tu vois des choses à rajouter ou on essaie de passer au Oui, thème parce suivant? que je pense aussi à un autre client qui, lui, au sein de la même entreprise, voudrait évoluer vers des responsabilités pour lesquelles il n'est pas encore identifié par la DRH, par voilà, les différentes parties prenantes. Et en fait, le coaching, ça a consisté à l'accompagner, à renforcer des compétences, notamment autour de l'assertivité, la capacité à influencer en dehors de son périmètre. Et en fait, c'est très relié avec le changement professionnel, en fait, hein. Tout est interconnecté dans ton schéma. Ouais, mais Parce je qu'en trouve que ce que fait, tu évoques, ça va vraiment avec le deuxième point, ouais, ouais, les nouvelles compétences qui sont c'est là, ça. et de se dire qu'effectivement, bah là, dans l'assertivité, il y a la notion d'écoute, il Hmm. peut y avoir la notion de posture managériale, il y a plein de clés, et c'est le coach Ouais. avec la séance, et même d'une séance à l'autre, ça peut passer d'un bloc à l'autre, parce que on peut ne pas être stressé au début de se dire ah bah oui je veux ce poste et je veux avoir Hmm. une nouvelle position managériale et puis au fur et à mesure on démarre la première réunion avec sa nouvelle équipe et là c'est la gestion du stress qu'on va travailler avec le coach lors de la prise de poste parce que le coaching de changement il va suivre sur plusieurs mois hein, généralement 6 mois, Ouais. 8 mois et il va permettre aussi de passer ces phases plus en douceur ou Hmm. parfois moi, j'ai eu ce retour-là d'une directrice départementale qui avait pris son premier poste de direction à un niveau départemental. Et du coup, en bilan de coaching, elle a dit qu'en fait, cette nouvelle compétence, le coaching avait surtout accéléré sa faculté d'adaptation à ce nouveau poste. C'est-à-dire que dès qu'il se passait quelque chose, on faisait un debriefing sur ses réunions avec le préfet ou des choses comme ça, sur l'ajustement de sa posture. Et du coup, ça lui a permis d'accélérer, de se sentir confortable beaucoup plus vite et de pouvoir aller se positionner sur des enjeux stratégiques beaucoup Ouais. plus vite. Voilà l'exemple sur les nouvelles compétences. Est-ce que toi, tu veux Je renforcer? voulais juste rajouter par rapport au point aveugle, justement, en repensant à ce client. Au début du coaching, il disait: «Ah non, mais moi, je ne peux pas être dans le codir, ça ne m'intéresse pas.» Et en fait, il y a vraiment des surprises et c'est ça qui est puissant dans le coaching. C'est qu'en fait, à la fin, il a dit: Mais bien sûr, je veux être dans le codir. C'est ça ma place.» Voilà. Donc, lui-même n'en avait pas encore conscience. Moi, j'avais quand même une petite idée, mais je me suis bien gardée de la partager parce que c'est lui qui est responsable de ce qu'il amène et de ce qu'il décide. Mais j'avoue que j'étais bien contente qu'il soit arrivé à cette conclusion parce qu'il avait complètement transformé sa posture, qu'il avait confiance en lui, ce qui n'était pas le cas au début. Donc, ça, c'est un bel exemple, je trouve, de la puissance du coaching. Mhm. Et si vous voyez aussi d'autres thématiques qui ne sont pas citées en bas, mais que vous aimeriez qu'on développe, vous pouvez nous les mettre en commentaire. Ça peut être intéressant aussi d'élargir. Je propose qu'on passe au changement d'organisation. Donc là, Ouais. on est plutôt sur du coaching collectif avec des périmètres variables, hein. Quand on dit changement d'organisation, ça peut être l'organisation globale, un coaching d'organisation sur toute une structure avec tous les niveaux hiérarchiques, ou ça peut être un changement d'organisation au sein d'un service avec l'accueil de nouvelles missions, par exemple, ou la fusion de deux équipes. Donc, derrière changement d'organisation, il y a aussi plein de choses assez différentes qu'on peut travailler. Par exemple, travailler sur le sens, les valeurs, remettre, puisqu'il y a potentiellement des nouvelles valeurs ou un nouveau sens du travail à remettre à plat. Donc, il peut y avoir des sessions de collectif autour de ça. Souvent, il y a à clarifier les objectifs parce que quand on change, les objectifs sont peut-être clairs pour la direction qui a souhaité ce changement, mais bien souvent, les équipes ne sont pas forcément confortables ou ne partagent pas les objectifs ou ont besoin qu'ils soient reclarifiés. Et c'est vrai que quand il y a du flou sur les objectifs et sur ce qu'on va devenir, ça peut générer des tensions aussi. On va y revenir juste après avec la problématique relationnelle. Mais c'est important quand une structure vit un changement, quel qu'il soit. Parfois, on a accompagné aussi avec Loé un changement de locaux. C'est un changement parce que on est en bureau seul et on se retrouve en bureau à deux. Il y a un changement et derrière, il faut
faut traiter les problématiques relationnelles qui vont avec, en fait, j'ai envie de dire. Le stress que ça peut générer, l'organisation nécessaire. Donc, des fois, on n'imagine pas, mais effectivement, changer de locaux, changer de bureau, ça peut être aussi quelque chose qu'on accompagne en coaching. Est-ce que tu veux réagir? Oui, et je voulais ajouter, en fait, quand il y a des changements d'organisation, donc c'est très fréquent et il y en aura de plus en plus d'ailleurs cette année, je pense, des réorganisations. Euh, c'est les objectifs qu'il faut clarifier, mais souvent aussi les rôles, les responsabilités de chacun et puis les comportements attendus. Alors, si on travaille au niveau CODIR, ça va être les comportements managériaux, hein, concrètement, qu'est-ce qu'on veut voir, comment on veut voir les managers se comporter. Mais ça peut être aussi du coup de se donner des règles de fonctionnement, hein. Ça débouche souvent sur ça, un coaching d'équipe ou d'orga, parce que en fait, le fait de discuter et de s'entendre sur un minimum de comportement et de règles de coopération, ça va vraiment changer les choses et permettre que les personnes puissent se parler et s'ajuster. Et donc ça, voilà, c'était ce que je voulais ajouter, Nathalie, sur l'aspect changement d'organisation. Je propose qu'on discute de problématiques relationnelles. C'est vrai qu'en Ouais. coaching, on a souvent des clients en individuel ou en collectif autour de tensions interpersonnelles, de conflits non réglés et qui peuvent prendre des formes diverses et variées d'ailleurs. Donc, je vais peut-être prendre un premier exemple, une personne qui vient en coaching individuel parce que vraiment, il ne supporte plus son chef et la relation qu'il a avec son chef. Et il n'ose pas dire. Donc, du coup, là, on a travaillé plutôt se renforcer la confiance en soi, pouvoir se positionner, non pas en opposition, mais en tout cas en faire respecter ses limites, se faire entendre par rapport à son N+1 et retrouver un confort de travail parce qu'il était à un niveau de tension. Donc, j'aurais très bien pu d'ailleurs faire une ligne sur stress parce que derrière ces tensions, il allait au travail à reculons, c'était douloureux et compliqué. Donc, du coup, il y a eu derrière ça un travail aussi sur mieux se connaître. Qu'est-ce qui fait que, j'ai envie de dire, la cocotte minute est montée en pression et qu'il était à un stade où il me disait qu'il ne supportait plus d'aller au travail. Donc, et comment rééquilibrer son positionnement, se renforcer et connaître ses limites pour justement ne pas se sentir débordé et envahi par le travail. Donc voilà un exemple de problématique relationnelle traitée en coaching individuel. Je propose de te laisser la main si tu as envie d'en parler. Ouais, Moi, je reviendrai sur un exemple collectif après. tout à fait. Alors, les problématiques relationnelles, bah, évidemment, ça parle à tout le monde. Ce que j'avais envie d'ajouter, c'était de dire qu'on peut aussi travailler en binôme, en coaching de binôme, quand il y a des tensions dans la relation ou des incompréhensions, une difficulté à se faire confiance. Je pense notamment à des binômes N et N+1, DG, DGA, hein, alors c'est surtout dans l'administration, mais quand il y a un adjoint, la place, le rôle de l'adjoint, c'est toujours délicat, hein, permettre à chacun de trouver sa place. Mais je pense aussi à d'autres sujets, comme par exemple, tu vois, le coaching, il peut arriver par n'importe quel bout, je dirais. Des fois, le thème, ça va être mieux communiquer, hein. On va dire oui, il communique pas bien, mais en fait, derrière, tu vas découvrir qu'il y a une question de place, ou il y a un manque de reconnaissance, ou il y a un besoin d'être légitimé dans une relation. Ça peut être entre deux collègues, ça peut être entre deux, dans une relation hiérarchique. Et donc, ça peut être aussi le coaching peut arriver avec une histoire de gestion du temps. Ah oui, il ne tient pas ses délais. Et puis, en fait, tu vas t'apercevoir que finalement, derrière, c'est la difficulté à déléguer qui est en jeu. Donc, en fait, c'est vraiment comme une poupée russe, hein, les poupées qui s'emboîtent. En fait, le coaching arrive par un petit morceau ou un bout de fil de la pelote de laine, et puis le coach va tirer, va découvrir plein d'autres choses, et parfois, derrière une demande autour de, par exemple, un conflit ou un problème de communication, tu vas t'apercevoir que finalement, il y a bien d'autres choses. C'est toute la complexité avec laquelle on a l'habitude de travailler.
Et ce qui est beau, c'est que en fait, tu peux entrer par n'importe quel endroit dans un système relationnel. Le fait de travailler avec la personne sur ses relations en coaching, eh bien, ça va avoir un impact sur tout le reste et sur le reste de l'équipe aussi. Voilà. Merci à Francesco qui nous a mis un petit message, donc je vais prendre le temps de le lire. Je trouve intéressant et utile dans le coaching l'idée d'avoir un regard extérieur et la possibilité de mieux lire certaines cultures managériales et surtout dans les sociétés multinationales. Et c'est vrai que toi, tu travailles aussi dans des Oui. contextes interculturels. Est-ce que tu veux en profiter pour répondre ou, Ah oui, ben, je crois que je connais Francesco en plus. Bonjour, D'accord. Francesco. Oui, oui, je peux bien sûr en parler parce qu'en effet, les différences culturelles, bon déjà entre cultures nationales, mais même entre deux départements, voilà, entre deux métiers, il y a des différences culturelles qui sont source de frustration parce qu'il y a des malentendus, il y a des choses qui ne sont pas explicites et du coup, on va imaginer, on va projeter, on va se faire une idée et souvent, cette idée qu'on se fait de l'autre, elle bloque, elle empêche qu'on puisse vraiment se dire les choses, quoi. Donc, in fine, l'objectif, c'est toujours de pouvoir se dire les choses de façon non agressive, évidemment. Et c'est ça souvent le sujet, quoi. Absolument. Ouais. Moi, je voudrais revenir sur ces problématiques relationnelles, parce que c'est beaucoup des coachings collectifs que j'accompagne, où il y a des tensions. En fait, on m'appelle parce que ils veulent plus se réunir, parce qu'il y a des tensions, parce qu'il y en a un qui parle plus à l'autre, parce que le manager ne sait plus comment faire. Et donc, du coup, derrière les problématiques relationnelles, en fait, c'est un terme générique qui veut tout dire et n'importe quoi, parce que il peut y avoir tout un tas de formes différentes. Je reviens sur l'exemple que tu donnais tout à l'heure, que j'ai eu souvent. Il y a un directeur qui donne un cap, mais le directeur adjoint, il a tendance à fonctionner un peu différemment. Et des fois, derrière les problématiques relationnelles perçues, parce que l'équipe a des problématiques relationnelles, bah, ça vient du haut avec des informations contradictoires ou un peu divergentes, qui fait que l'équipe est un peu perdue, qui fait qu'on a l'impression que l'équipe est en tension, alors que c'est aussi peut-être le binôme, la posture managériale à gérer. J'ai aussi des cas où on me dit que l'équipe est en souffrance ou en difficulté. Et en fait, une fois que je réunis l'équipe, et il y a des fois où quand ça me paraît un peu délicat, je propose au manager, mais c'est toujours en association avec lui, hein, de voir l'équipe sans lui. Il fait l'introduction et en disant que c'est un temps d'un autre regard, justement, et de poser les choses. Donc, on regarde ce qui fonctionne bien. C'est un bilan de fonctionnement d'équipe, si vous préférez. Et il y a différentes méthodes pour ça, mais bon, peu importe la méthode. Et on prend un temps pour dire quels sont les cailloux dans la chaussure, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer. Et souvent, en fait, quand on tire la pelote, comme tu le disais tout à fait justement tout à l'heure, ben, c'est la posture managériale. Ils ont l'impression de ne pas avoir de priorité ou de directive, ce qui fait que chacun tire un peu la couverture dans son sens et que l'absence de cadre de fonctionnement génère des tensions à l'intérieur du groupe. Donc, parfois, c'est aussi simple que remettre une charte de fonctionnement, remettre le manager au centre et avec des liens un peu différents ou retravailler la posture managériale par rapport à cette équipe parce que peut-être que son équipe précédente, ça fonctionnait, ce style de management délégatif. Et avec cette équipe-là, ils ont d'autres besoins. Donc, parfois, c'est remettre de la communication, de l'écoute entre le manager et son équipe. Parfois, c'est aussi mieux se connaître parce qu'il y a des personnes qui viennent d'univers différents. Quand il y a eu des réorganisations d'équipes, eh ben, il y a des clans. Ça, je le vois souvent. Hein. Il y a ceux d'avant et puis les nouveaux arrivés et puis il n'y a pas forcément intégration. Donc, derrière problématiques relationnelles, parfois, c'est juste ce qu'on appelle classiquement du team building, en tout cas, réapprendre à créer des liens entre des personnes qui n'ont pas encore l'habitude de travailler ensemble. Et voilà, en tout cas, derrière problématiques relationnelles, il y a vraiment, pour moi, un panel de coaching. Ça peut être de la gestion de conflits, ça peut être de la médiation. Il y a vraiment tout un tas de portes à ouvrir derrière cette thématique, j'ai envie de dire. Il y a quand même aussi j'ai envie de dire, on a quand même aussi des méthodes. C'est pas ce que je voulais ajouter, c'est qu'en fait, en systémique, on s'aperçoit que quand il y a un conflit,
c'est souvent un conflit délégué, c'est-à-dire que tu as un conflit aux interfaces, par exemple, entre deux équipes. Eh ben, tu vas t'apercevoir en questionnant que au niveau N plus 1, voire même N plus 2, il y a le même conflit existe déjà. Et du coup, comme par exemple les rôles ou les objectifs n'ont pas été clairement définis et les périmètres aussi, entre les deux dirigeants, bah, tu vois, ça va se rejouer à tous les étages. Donc ça, c'est aussi l'intérêt de notre approche qui est globale, qui est systémique. C'est pas juste focalisé sur la personne. La personne est rarement le problème. Hein. Certes, ça existe, hein, les pervers narcissiques, ça existe, mais il n'y en a pas tant que ça. Et bien souvent, tu mettrais cette personne dans un autre environnement, un autre système, et elle fonctionnerait bien mieux. Et donc, on va toujours aller regarder quelle est l'organisation, quel est le système au-dessus et autour qui fait que ça dysfonctionne entre ces deux personnes-là. Oui. Bah, d'ailleurs, je rebondis avec ton exemple. Moi, je suis intervenue dans un contexte où il y avait harcèlement moral, perversion d'énoncés, des choses assez graves, hein. Donc problématique relationnelle très, très difficile. Et en fait, dans ce cas-là, en tirant la pelote, c'est pas une ou deux personnes qui sont les personnes identifiées comme les fauteurs de troubles du groupe. C'est le contexte aussi, c'est les changements incessants, c'est l'absence de managers qui recadrent avec les choses qui sont autorisées ou pas en milieu professionnel. Typiquement, il y a une réunion, il y a quelqu'un qui insulte quelqu'un d'autre et le responsable dit rien. Et donc, du coup, bah, c'est la porte ouverte à c'est celui qui agresse le plus qui gagne. Et du coup, on se retrouvait dans un contexte hyper tendu avec des tendances, on va dire, agressives et pervers. Et faut pas stigmatiser la personne, il faut regarder comment collectivement on peut changer la donne pour que la qualité de vie au travail soit retrouvée, parce que derrière, c'est aussi de la souffrance pour l'ensemble des membres de l'équipe, en fait. Donc, on passe au point suivant. Ouais. Donc, surmonter une épreuve. Alors, derrière épreuve, il y a plein de choses possibles, hein. Ça peut être un licenciement très mal vécu, où la personne a du mal à rebondir et à trouver un nouveau travail. Donc, du coup, sur quoi elle va se positionner, comment elle se relève, en fait, de ça. Quelle blessure, enfin, c'est une blessure, hein, de perdre son travail, et en plus, parfois, c'est dans un contexte où c'est perçu comme un rejet, une agression, une délégitimisation de ses compétences, donc c'est dur. Comment rebondir? Parfois, c'est un burn-out aussi, après un épuisement professionnel avancé. Comment je retourne au travail et comment je trouve les limites, comment je repose un cadre pour fonctionner et me sentir bien dans mon retour au travail. Donc voilà des exemples sur le coaching individuel. Je ne sais pas sur surmonter une épreuve, si tu as envie de détailler Ouais. quelque chose. Bah, en fait, moi, je pense oui, il y en a beaucoup parce que le retour de congé maternité, ça peut être aussi une épreuve. D'ailleurs, ça l'est souvent parce que, il faut retrouver sa place. Parfois, c'est presque une prise de poste, en fait, ou une Mhm. reprise de poste, mais qui se fait rarement les doigts dans le nez, hein. Souvent, il y a plein d'obstacles qui se sont comment dire, ajoutés dans l'organisation, mais aussi dans la personne elle-même qui parfois a perdu confiance en elle ou qui a envie d'autre chose ou qui a envie aussi peut-être d'équilibrer différemment sa vie pro et perso. Donc ça je le mettrais dans la catégorie surmonter une épreuve. Et je pense aussi au deuil, c'est-à-dire par exemple le départ d'un manager qui était très apprécié et l'arrivée d'un nouveau qui n'a pas la même, en tout cas qui ne sera jamais peut-être aussi bien que le précédent. Ça aussi, ça peut être une épreuve. Et puis, il y a quand on arrive en fin de projet et que voilà, ça peut provoquer un peu un espèce de baby blues, c'est-à-dire que voilà, on était très engagés et puis voilà, le projet est fini et donc il y a à retrouver de l'énergie, de la motivation. Ça, c'est encore des épreuves qui sont fréquentes dans les entreprises. Mais tu parlais tout à l'heure du déménagement. Oui, pour certains, c'est une vraie épreuve.
de changer de bureau, d'avoir à travailler différemment, ça peut être vécu comme ça. Et derrière épreuve, il peut y avoir vraiment de nombreuses choses. Et ce qui est une épreuve pour vous ne l'est pas forcément pour votre collègue. Donc, c'est aussi Mm. ça à prendre en considération derrière ce mot épreuve. Ouais, Et Chloé et moi, nous sommes superviseurs et nous accompagnons aussi des coachs. Et derrière épreuve, il peut y avoir oser démarcher des clients, il peut y avoir j'arrive pas à vivre du coaching, j'ai besoin de développer mon business et je me sens en difficulté. Oui, il peut y avoir aussi une variété d'autres ouais. situations pour les On coachs. peut penser aussi à ceux qui restent quand il y a eu un plan social, Hmm. réorg, et donc qui ont à surmonter l'épreuve du départ des autres, et puis aussi probablement une charge de travail accrue qui pèse sur eux, et donc qui nécessite qu'ils trouvent une autre façon de travailler ensemble et de s'organiser pour que ça soit possible. On va passer au dernier point sur le sens, la vision stratégique. Et parfois, le coaching, c'est aussi visualiser le futur, se projeter, faire un plan à 5 ans ou à 10 ans, de remobiliser, j'ai envie de dire. Et souvent, c'est autour de l'innovation, la créativité, comment on se visualise, comment on va développer la société, comment on projette nos objectifs à 5 ans, à 3 ans, peu importe. Et souvent, il y a derrière ces coachings-là, il y a un travail sur le sens, sur les valeurs partagées pour remobiliser, redonner l'énergie, l'envie de cette vision positive du futur. Donc, on anime avec Chloé différents séminaires qui sont plutôt autour de la vision et après de faire le chemin inverse, c'est-à-dire une fois qu'on a la vision, quelles sont les étapes qu'on se met pour aller vers cette vision. Je te laisse compléter. Ouais. Oui, oui, bah justement, c'est d'actualité là pour moi, pour un accompagnement, oui, d'une direction dans le secteur public, en effet, où il y a à produire des projets d'établissement, à produire des, euh, des, des visions collectives, et je pense notamment dans le domaine de la santé. C'est pas évident puisqu'il a été très bouleversé par le Covid et par le désinvestissement, bien sûr, autour de comment faire travailler ensemble les soignants et les administratifs, hein, c'est le grand sujet. Voilà, donc voilà. Et puis, c'est bon aussi pour l'individuel, parce que tu parlais tout à l'heure de changement professionnel. En tant qu'individu, quand je change de travail, quand je me réinvente, c'est essentiel que je réfléchisse à, mais finalement, c'est quoi ma mission sur Terre? C'est quoi le sens? C'est quoi ma contribution? Et c'est important de passer par la métaphore, par vraiment quelque chose qui me transcende, parce que moi, je trouve que ça permet de raconter une histoire sur soi qui donne envie, en fait. Cette capacité à sortir vraiment du contenu technique pour parler de soi, donc c'est-à-dire la description de ses compétences métiers, pour vraiment pouvoir avoir une façon de communiquer qui est plus globale, qui est plus universelle et qui va toucher davantage de gens, parce que justement, elle touche à la dimension des valeurs et du sens de la mission professionnelle. Eh ben, écoute, merci à toi. Et donc là, c'est un schéma à plat qui vise à montrer le côté très intégratif. Il y a bien sûr plein d'autres liens qui peuvent être faits sur les thématiques de coaching, mais c'était pour vous donner cette idée de fil, un fil conducteur, et de voir que le coaching, c'est ça, c'est d'explorer avec le client les différents fils qu'on peut aborder et comment on démêle parfois quelque chose qui est un peu noué. Voilà l'esprit en tout cas du coaching. Et si vous voulez aller plus loin, j'ai détaillé ça dans le livre qui est sorti il y a quelques mois sur le coaching, avec les différentes formes de coaching, les coachings individuels, les coachings flash, les coachings orientés solutions et tout ça. Pourquoi faire un coaching si vous vous posez la question?
et aussi derrière ça, quelles sont les thématiques à aborder dans le coaching. C'est cette question-là ou c'est le schéma de cette question-là que nous venons d'aborder. Donc, vous voyez, un tout petit point du livre. Et puis, je détaille les différentes étapes d'un coaching professionnel, le contrat, mais aussi le déroulement des séances. Et voilà, que vous soyez coach ou futur coach ou manager, ça peut être intéressant de voir un peu quelle est la structure d'un coaching. Et puis, ce qui est important, c'est que derrière un coaching, tout coach professionnel, il y a des résultats en fait. Il y a des indicateurs, il y a le bénéfice du coaching pour le collectif. Ça peut vous donner des clés. J'espère qu'avec les exemples qu'on vous a donnés, vous voyez un peu plus concrètement, parce que le coaching est finalement pas si bien connu que ça. Et je détaille dans le chapitre 5 les méthodes, en fait, quels sont les outils utilisés par le coach. Donc, l'effet miroir, vous en avez un tout petit peu parlé tout à l'heure, mais aussi la systémique, la métacommunication, le coaching intégratif qui vise justement à ne pas avoir une méthode ciblée, mais à varier les approches pour être le plus proche possible du besoin de son client. Et un petit truc qui m'est cher, en quoi être coach, c'est être créatif, parce que évidemment, vous comprenez bien que derrière tout ça, le coach s'adapte à les sujets que son client évoque. Et donc, c'est ça la clé du coaching. Je parle aussi des différentes autres approches, la gestalt, l'approche narrative, les coachings systémiques et autres. Et puis, si vous avez un doute, comment vérifier qu'un coach est de qualité et c'est quoi un bon coach? J'ai détaillé quelques clés pour vous aider à choisir votre coach. Et ensuite, dans le dernier chapitre, je donne des exemples en fait, d'un coaching managérial, d'un coaching de cohésion d'équipe, à quoi ça ressemble, comment le coaching d'équipe libère la parole. Ça rejoint tout ce qu'on a évoqué ensemble là, hein. Et les coachings d'organisation, les coachings de médiation, de conflit, je rentre dans les détails. Et je trouvais que c'était important aussi, hein, parce qu'on ne peut pas tout faire à un coach. Quels sont les limites du coaching? C'est quoi un coach qui est juste bon en apparence? Il y a aussi des mauvais coachs, on peut se le dire, comme dans tous les métiers d'ailleurs. Et dans quel cas il ne faut pas faire un coaching? Je pense que c'est important de se poser ces différentes questions. Donc, si vous voulez en savoir plus, sur mon site internet autrement.com, vous avez le sommaire détaillé tel que je viens de vous le présenter. Et puis, donc, dans l'école IR, l'école Un autre regard, nous avons un programme pour 2022-2023. Donc, il y a une nouvelle promo qui démarre en décembre, Devenir coach, où on vous donne toutes les clés. On a créé des modules sur mesure avec une pédagogie C3, c'est-à-dire corps d'abord, mise en action, cœur, les émotions, comment ça joue dans les changements et les transformations, et puis cognitif, quelques infographies pour vous donner des clés et des outils pour devenir coach. Je te laisse intervenir parce que tu es aussi très présente dans tous ces modules à venir. Donc, est-ce que tu as envie de dire quelque chose sur notre programme Devenir coach? Écoute, oui, en tout cas, la première promo est presque arrivée au bout du parcours et ouais, c'est vraiment une pédagogie où on engage beaucoup le corps, très concrète, où aussi on a à cœur de donner à nos élèves, à nos stagiaires, toutes les techniques qu'on utilise, qu'ils puissent les réutiliser tout de suite. Il y a de la supervision aussi, parce que c'est essentiel de partir, de partir sur le marché du coaching en étant supervisé, c'est-à-dire en ayant un point de référence au niveau de la pratique et de la déontologie. Et on sera ravis, évidemment, de répondre à vos questions si vous si vous en posez sur le fait de devenir coach ou si vous connaissez des gens qui s'intéressent à ce métier. Mais aussi si vous souhaitez en prescrire du coaching pour votre équipe, pour vos collègues, n'hésitez pas, on sera tout à fait ravis de vous répondre. Oui, parce que cette formation Devenir coach, elle peut aussi être adaptée à des managers qui voudraient utiliser la posture coach ou à des DRH qui ont besoin d'utiliser les coachs dans le cadre de leur travail. Oui. Donc, il y a une formation à libérer votre créativité que j'anime, donc ce sera en mars. Donc, c'est vraiment les techniques, les outils pour libérer votre propre créativité, pour accompagner aussi
ceux avec qui vous travaillez dans leur créativité, dans l'innovation, donc des techniques, des outils, des postures qui vraiment changent la donne pour être plus créatif. Tu as envie de dire quelque chose là-dessus? Oui, moi, je l'ai suivi et c'était vraiment chouette. Oui, oui, j'invite chacun. Alors, vraiment, là, il n'y a pas besoin d'être coach ou manager. C'est vraiment si vous souhaitez sortir de vos sentiers battus, de votre zone de confort et avoir plus d'outils. Ça peut être en management, ça peut être si vous êtes formateur, si vous êtes enseignant, mais aussi si vous travaillez dans des métiers où vous avez à animer des équipes transversales, des projets, vous avez envie de diversifier vos techniques d'animation collective. C'est vraiment très enrichissant et très surprenant. Voilà. J'aime bien surprendre. Merci à toi de ce commentaire. Donc, vous avez le programme détaillé toujours sur le site autrement.com. Et on a développé un nouveau module avec Chloé sur réussir votre business. C'est sur 2 jours. La prochaine session sera en décembre. Et je te laisse la parole. Qu'est-ce que tu as envie de dire sur ces 2 jours? Alors, sur ces 2 jours, vous allez vraiment travailler sur vous-même. Donc, ce n'est pas une formation commerciale, hein, je vais préciser ça. C'est plutôt à partir de notre expérience de superviseur où on accompagne des coachs qui évidemment viennent avec des sujets de comment vraiment identifier ma couleur, mon unicité de coach, comment oser contacter tel prospect, comment parler de ce que je fais, comment transformer une demande, par exemple, de conseil ou de formation en demande de coaching. Voilà. C'est vraiment, vous allez vraiment travailler sur votre posture, c'est-à-dire non pas de devenir un commercial, non, parce qu'en fait, le coaching, ça ne se vend pas comme des téléphones ou des crédits bancaires. En fait, le coaching, ça s'achète. C'est-à-dire, c'est comment vous allez par votre posture, par vos questions par la confiance aussi que vous allez dégager, la sécurité que vous allez procurer à l'autre, vous allez lui permettre de vous faire sa demande, en fait. C'est ça l'idée, en fait, de cette formation. C'est plus qu'une formation, c'est vraiment un travail sur soi et sur cette posture de coach qui fait venir les clients à lui. Pas Ouais. que de coach, pour moi, c'est réussir votre business. Vous pouvez être aussi consultant ou autre et avoir besoin de travailler sur comment réussir à vivre de votre activité d'indépendant. Donc, bienvenue à tous ceux qui le souhaitent. Donc, vous savez peut-être, ma spécialité et mon premier livre, c'était autour de la transition écologique, puisque j'ai fait un doctorat sur ces thématiques. Donc là, je propose accompagner les transitions écologiques sur 3 jours en décembre, avec cette idée de quelles sont les clés dont vous avez besoin si vous voulez accompagner, mobiliser autour d'un sujet qui est l'écologie, qui est clivant parfois, qui est multiforme, comment on aborde l'aspect social, économique et environnemental, surtout à ces heures de changement climatique et de contraintes énergétiques, comment on favorise les mobilisations et quelles sont les clés de levier les plus efficaces pour cela. Et sur le Master Coach qui démarrera en janvier 2023, donc c'est des modules qui sont indépendants, mais vous pouvez aussi suivre la totalité. Est-ce que Chloé, tu as envie de dire quelque chose? L'idée, là, c'est vraiment de renforcer les compétences en coaching individuel qui sont déjà développées dans le module des fondamentaux qui s'appelle Devenir coach. Mais c'est aussi renforcer ses compétences en coaching d'équipe, en systémique, avec aussi d'autres approches parce qu'il y a plusieurs intervenants. Donc, on a chacune nos spécialités. L'idée, c'est vraiment aussi d'aller vers une professionnalisation accrue de coach. Voilà. Et moi, je dirais que si vous êtes coach et que vous avez envie de renforcer votre pratique, de découvrir avec Chloé, par exemple, l'art du non-agir ou tout un tas d'autres approches, bienvenue à vous parce que je pense qu'un coach qui ne se forme pas, qui n'évolue pas, n'est pas légitime à accompagner des gens qui sont dans leur évolution, justement. Donc, c'est comment on prend soin de soi aussi pour continuer à évoluer dans sa pratique.
On va lancer en janvier également la supervision. Vous êtes coach, vous avez envie de devenir superviseur, vous avez envie de prendre ce recul méta pour accompagner d'autres coachs dans leur pratique. Et ben, bienvenue, nous allons vous transmettre notre pratique de superviseur, des outils, des clés, mais surtout beaucoup d'expérimentation pour faire de la supervision individuelle et de la supervision collective. Et Chloé, je te laisse compléter. Oui, alors l'idée, c'est vraiment, superviseur, on est à la fois un père de nos coachs clients, mais c'est aussi une posture différente autour finalement, de la pratique, parce qu'il y a une dimension de mentoring dans la supervision. Découvrir, transmettre de nouvelles approches et aussi créer sa propre approche de coaching, parce que pour moi, un coach, c'est aussi un chercheur, c'est quelqu'un qui développe une pratique unique d'accompagnement et souvent en se fondant sur ses expériences passées. Voilà, avec l'intention d'apporter quelque chose de nouveau. Et puis, une dimension aussi déontologique, parce que c'est vraiment essentiel. On ne s'en rend pas vraiment compte au début quand on devient coach, hein, que la déontologie, c'est si important, mais en fait, elle est tout le temps là et ça devient de plus important. Il y a aussi, je trouve, quelque chose qu'on va apporter dans notre école, mais qu'on n'a pas vu dans les autres, c'est comment on travaille la relation avec les autres coachs. Parce que les coachs travaillent beaucoup ensemble. Alors, ils apprennent à coacher leurs clients, mais ils apprennent moins à travailler avec des associés dans des partenariats. Et aussi, il y a la dimension de la relation avec des DRH, des entreprises qui ne sont pas des clients au sens, on ne les coach pas, mais qui sont des prescripteurs et comment on entretient cette relation. Parce que ça fait partie aussi de la dimension, je dirais, commerciale du coach, c'est d'avoir tout un écosystème de gens avec qui il aime travailler, avec qui il s'entend bien, avec qui il a créé des relations d'authenticité, de confiance. Ça aussi, on l'abordera dans la partie supervision. Et pour moi, devenir superviseur, c'est pour ça que je l'écris comme ça, supervision. C'est comment je prends de la hauteur et comment j'en prends encore de la hauteur. Donc, c'est vraiment des techniques de métacommunication et d'approche métacognitive au sens je réfléchis sur ce que je fais et je le partage au coach qui lui aussi a déjà cette pratique de la métacommunication, mais dans un but de grandir et de grandir ensemble, puisqu'un superviseur aussi, je trouve il grandit avec ses clients en regardant les difficultés que les coachs qui l'accompagnent rencontrent. Ça le fait aussi grandir sur son partage du métier et sur sa capacité à dénouer des fils complexes avec de la systémique, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux enchaînés, hein. Le coach vous raconte son problème, mais du coup, lui, il a aussi tout l'écosystème de son client. Donc, on arrive à quelque chose de plus complexe que juste faire un coaching. Donc, la supervision, c'est vraiment un métier à part. Donc, on vous partagera notre passion pour ce métier. Et puis, on relancera une promo Devenir coach en mai. Voilà pour notre programme de rentrée. Et vraiment, vous pouvez me contacter directement par mail, par téléphone, pour un entretien découvert, pour me poser des questions, pour me dire où vous en êtes et pour valider une éventuelle inscription si vous avez envie. Donc, bienvenue. Vous avez aussi le blog sur le site Autrement. Vous pouvez retrouver toutes les infographies. On partage beaucoup de choses. Et il y a aussi une chaîne YouTube où vous retrouvez toutes nos vidéos. Ça vous permet aussi de commencer à découvrir le métier. Avec Chloé, on fait souvent des lives ensemble parce qu'on aime partager avec vous notre amour du métier. Et on pense aussi que la profession gagne à continuer à s'enrichir, à réfléchir, à faire évoluer ce qu'est le coaching. Et nous, on s'inscrit dans cette démarche. Veux-tu ajouter quelque chose en conclusion? Non, c'est tout. Merci beaucoup. Et donc, vous avez vu, il y a un programme riche et varié pour 2023. Donc, n'hésitez pas à nous questionner. Et voilà, on sera heureuse de vous répondre et d'échanger avec vous et d'apprendre de vous aussi, bien sûr.
Et merci à tous d'être venus nombreux pour ce premier live de rentrée et à bientôt. Donc la semaine prochaine, on ne sera pas là puisqu'on anime avec Chloé Devenir coach le module 4. Donc voilà, mais dans 3 semaines, je pense fin septembre, un live avec Mathieu autour du coaching pour les hauts potentiels et autour du livre qu'on est en train d'écrire. Et Belle journée à demain, tous. demain, vous découvrirez sur LinkedIn un podcast sur l'école avec des témoignages. Et, voilà. Et oui, bienvenue. Demain, j'ai été interviewée par David de Marion-Eugène. Donc, vous découvrirez sa chaîne de podcast. Et du coup, eh ben, vous pourrez m'entendre répondre à des questions piochées au hasard autour de ce beau métier qu'est le coaching. Belle journée à tous, belle rentrée et à très vite. Au revoir. Au revoir.